On va aller, nous autres, là. Un peu de crise de bon sens. Moi, j'ai déménagé de Joliette, puis je m'en suis tenue à Montréal parce que le voisin en haut, il avait passé au feu. Puis ça fait 3 ans, puis là, je vais devoir déménager encore. Il me semble que le gouvernement, il ne s'occupe pas de nous autres, les personnes âgées. Moi, j'ai 71 ans, je sais pas. En rue, nous autres, on va être, je sais pas. Bon, alors, tout un choc pour les résidents de cette résidence pour aînés, Jardin botanique à Montréal. Au total, 102 personnes devront se trouver un nouveau foyer d'ici l'été prochain. Et ce n'est pas très évident, forcément, parce que depuis quelques années, il y a davantage de résidences pour personnes aînées qui ferment, qu'il y a de places qui s'ajoutent en ce moment. 2500 aînés qui ont dû être relogés l'an dernier, en 2023. 92 RPA qui ont été fermés en 1 an. Et au total, depuis 5 ans, ce sont plus de 500 RPA qui ont fermé leurs portes. Aurélie, ça nous dit quoi de notre rapport aux aînés, de notre gestion du système quand on voit ça? Ça nous dit, d'une part, que notre rapport aux aînés, il est entièrement problématique. Là. Visiblement, il y a un laisser-faire et une indifférence qui est vraiment pitoyable. Mais ça nous dit aussi beaucoup de la crise du logement, hein, parce que les aînés sont parmi les populations les plus vulnérables à la rareté des logements. Souvent, les personnes aînées sont des personnes à faible revenu, plus souvent les femmes aussi. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'en 2016, Françoise David avait présenté son projet de loi sur la protection des aînés locataires, là, qui prévoit un moratoire sur les expulsions d'une personne âgée de plus de 70 ans qui reste dans un endroit depuis plus de 10 ans. La question des conversions des licences de RPA, ça engendre aussi toute une autre question qui est celle de dire, bien, les exploitants des RPA ne rentrent plus dans leur argent. Est-ce qu'ils ont la liberté de simplement dire qu'ils vont cesser leur exploitation? Ouais. Moi, je pense qu'ils ont une responsabilité de le faire. Le gouvernement dit on ne peut pas financer le manque à gagner à l'infini, sauf que ça brise des vies. Cet exemple-là en est un. On a aussi eu cet exemple de la résidence Mont-Carmel aussi dans les dernières années, où on a vu très bien comment ça crée de la détresse chez des personnes qui sont dans un âge particulièrement vulnérable. Et je pense que c'est un enjeu qu'il va falloir prioritairement regarder dans le cadre des réflexions sur le logement, certainement. Oui, hausse des coûts de main-d'œuvre, hausse des coûts, les gicleurs, les fameux gicleurs qu'il fallait installer à la suite de la catastrophe de l'île Verte, les taux d'intérêt qui sont plus élevés, les soins qui sont très lourds, de plus en plus lourds également. On écoute le PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Les gens vivent plus longtemps, plus vieux, mais les gens vivent avec plus de problématiques, que ce soit cognitif ou moteur, donc ont besoin de plus de soins, souvent dépassent nos offres de services. Le modèle d'affaires des résidences privées pour aînés, il ne fonctionne plus, Rodolphe. Là. Oui, c'est sûr qu'il ne fonctionne plus parce que les coûts augmentent, comme vous venez de le dire. Et aussi, d'un autre côté, on ne peut pas forcer une entreprise à rester en opération si elle perd de l'argent, parce que sinon, c'est sûr qu'elle va donner encore un moins bon service à ses locataires, ou en tout cas aux gens qui sont dans la RPA. Donc, de dire aux on ne peut pas les forcer. Ils travaillent avec des clientèles extrêmement vulnérables. Tout à fait, je comprends tout à fait, mais est-ce que vous pouvez... Du jour au lendemain, ils peuvent fermer. Bien, selon la loi, ils doivent annoncer en 6 mois, là, comme c'est en train d'arriver, mais j'essaie juste de pousser la réflexion. Oui. Est-ce qu'on veut vraiment qu'on force des entreprises en disant, bien, écoutez, vous devez rester en affaires? Est-ce que vous pensez vraiment que la qualité des services va suivre? Non, je ne le crois pas. Et c'est sûr qu'ils vont couper à droite et à gauche, surtout que déjà, ils perdent de l'argent. Donc, des fois, mieux vaut que certaines ferment au lieu qu'après, il y en a qui sont dans des situations où on dénonce en se disant qu'il y a une situation inacceptable parce qu'on les a forcés à rester. Avant d'aller à Cyril, réaction, Aurélie? Bien, justement, si c'est des modèles d'affaires qui ne sont pas rentables, pourquoi est-ce qu'on laisserait ça à des entreprises privées? Socialisons-les, les nationaliser, ça si vous voulez aller là, allez-y, mais on ne peut pas forcer le privé. Non, effectivement, moi, je suis bien d'accord. Ça devrait être une institution entièrement publique pour les personnes qui ont un certain niveau d'autonomie, qui peuvent avoir un milieu de vie, qui ne sont pas rendues à l'étape du CHSLV. Si on veut peut-être élargir l'accès aux soins à domicile, ça, c'est tout l'autre pan de cette question-là. Mais chose certaine, effectivement, si la rentabilité est un problème, il ne faut pas les fermer, il faut juste peut-être les prendre en main. Cyril, votre avis là-dessus? Bien, Aurélie vient d'aborder la question des soins à domicile qui m'apparaît comme étant un aspect absolument critique. Au Nouveau-Brunswick, on a fait quand même un effort considérable, plusieurs gouvernements antécédents pour développer une approche chez soi d'abord, la présence de ce qu'on appelle l'hôpital extramural qui nous permet d'aller dans les foyers
pour prodiguer des soins. Ça marche? Évidemment. Et ça fonctionne. Je veux dire, j'ai regardé les dernières statistiques. Il y a au moins 60% des citoyens aînés au Nouveau-Brunswick peuvent dire aujourd'hui qu'ils reçoivent chez eux les soins à domicile qui répondent à leurs besoins. Alors, il reste encore 40% à combler, mais il y a effectivement un virage qui s'est fait au fil du temps qui fait qu'on a peut-être un équilibre. Il y a des défis, hein? Il y a des défis dans les foyers de personnes âgées pour la main-d'œuvre et tout. Mais globalement, ce virage-là, je pense, a été salutaire et je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là, évidemment. Puis il faut aussi mobiliser les familles à jouer leur rôle dans cet égard. J'ai une mère, moi, qui a 85 ans, elle habite dans son appartement, mais je sais qu'on est là pour être capable de la sortir, de la bouger, d'être avec elle, puis et on a un rôle à jouer là-dedans. En tout cas, il est certain que ça prend des solutions profondes. Les CHSLD n'ont plus de place. Les hôpitaux débordent en ce moment. On voit les difficultés des résidences pour personnes âgées. Que doit faire le gouvernement du Québec? D'abord, je fais entendre la ministre Bélanger. Une impasse, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante, je l'ai mentionné. On a besoin de continuer de travailler avec nos RPA, mais à un moment donné, il y a aussi une limite à ce que le gouvernement peut investir. Je le rappelle, 300 millions de dollars qui a été investi au fil des dernières années pour soutenir les RPA. On est en discussion sur une mesure beaucoup plus structurante. Oui, OK, il y a une limite à ce qu'on peut faire, mais que doit faire de plus le gouvernement? La situation est très préoccupante. Oui, bon, voilà un autre exemple de dossier où on remarque en ce moment le résultat de décennies de négligence. Là. Oui. Oui, puis vous aviez raison de le mentionner, le problème, il est sur plusieurs fronts. C'est la défaillance et la fragilité du système de soins à domicile. C'est les conditions très difficiles dans les CHSLD. Là, encore aujourd'hui, une action collective contre les CHSLD pour les taux de contagion durant la pandémie. Clairement, il y a un problème là aussi. C'est la question de l'accès au logement, même hors RPA pour les personnes aînées. C'est la question de l'autonomie, du droit de vieillir à la maison. C'est sûr que ça prend quelque chose de structurant, mais ça va demander une intervention de l'État. Là. On peut pas s'en tirer. Parce que la situation ne peut que s'empirer parce que de plus en plus, le Québec est une société vieillissante, le Nouveau-Brunswick d'ailleurs aussi. Et quand on regarde la part de la population de 65 ans et plus, en 2022, c'était 18,8 %. En 2030, ce sera 25 % et en 2050, ce sera 30 %. Il n'est pas dit qu'à 65 ans, on tombe malade. C'est pas ça que ça veut dire. Mais nécessairement, en vieillissant, on a toutes sortes de problèmes supplémentaires qui peuvent arriver, ce qui peut faire pression. La maire Esplante est assez choquée, elle, de voir qu'il y a effectivement des conversions. On l'écoute. Moi, je trouve ça abominable d'entendre une personne dire, bien, écoutez, moi, je transforme cette résidence pour personnes aînées, puis voilà. Évidemment, la Ville n'a pas tous les pouvoirs et c'est pour ça qu'il faut absolument aussi interpeller le gouvernement du Québec. Mais nous, on fait notre part à la Ville de Montréal en plaçant des règlements pour essayer de mettre de la pression pour pas qu'il y ait des transformations massives, comme on en a vu ailleurs. Dans Ville-Marie, ça s'est passé. Là, ça se passe dans Rosemont, la Petite-Patrie. Oui, il y a des arrondissements, d'ailleurs, qui interdisent cette transformation des résidences pour personnes aînées en résidence à logement, par exemple. Oui, mais c'est un band-aid, parce que est-ce qu'on est en train d'envoyer le message que venez investir et faites des nouvelles si on sait qu'on ne pourra plus changer de vocation ou quoi que ce soit? Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas investir dans ce secteur-là en se disant avec ce règlement-là. Mais d'un autre côté, et je pense qu'avec les statistiques que vous avez montrées, il faut essayer de prévenir au maximum en termes de s'assurer que toutes les ressources sont là pour que les personnes âgées puissent rester à la maison le plus longtemps possible, puissent avoir des soins à la maison le plus longtemps possible. Certains soins qu'on pourrait payer en supplémentaire pour des soins à domicile à la maison. Oui, ou des équipes multidisciplinaires aussi. J'ai vu, il y avait le rapport concernant la commissaire qui disait qu'il faut s'assurer aussi qu'on a plus d'équipes multidisciplinaires, qu'il y a moins de déplacements et qu'une personne fasse beaucoup plus de tâches ou d'activités pour être sûr que le contact aussi se fait. Donc, est-ce qu'il faut prévenir pour guérir d'une certaine façon en s'assurant maintenant qu'on s'assure que les gens restent le plus longtemps possible à domicile et qu'ils ont les soins. Mais je ne pense pas que les mesures de la Ville de Montréal, de se dire, OK, on va vous interdire de faire quelque chose, ça ne va pas aider, ça ne va pas inciter les gens. Et encore une fois, c'est des sociétés privées. Okay. Si le gouvernement veut les nationaliser, qu'il les nationalise. Ouais. On ne peut pas forcer quelqu'un à être en affaires, disons. Oui, mais ces règlements-là sont d'ailleurs contestés devant les tribunaux. Oui, tout à fait. Puis ils ont raison. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.